Bonsoir à tous. Merci pour votre patience. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'avoir répondu à l'invitation du maire Gilbert Eustache et de son conseil municipal à la conférence débat de Maurice Larouché et de Marc Séphil, la traite et l'esclavage des Blancs. Sans plus tarder, je vais appeler monsieur le maire qui est présent pour le mot de bienvenue. Merci monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. C'est vrai que ce soir le thème est particulier. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis qui se sont déplacés. Je crois que le débat sera fructueux. Donc vous êtes ici dans l'enceinte même de la mairie, mais sachez que vous êtes dans un haut lieu culturel aujourd'hui, puisque depuis quelque temps nous avons fait de cette mairie un lieu de rencontre culturelle et régulièrement, nous avons des conférences de tout ordre. Et la semaine dernière encore, nous avions une très belle conférence ici. Je le dis pour ceux qui n'ont pas pu assister à cette conférence. C'était une conférence extraordinaire sur la résistance contre le colonialisme. Et c'était l'histoire de Médard Haribo, qui est quand même le symbole du diamant aujourd'hui, la maison du Bagnard qu'on nous sommes en train de restaurer. Et je crois que ce soir aussi, nous aurons, à travers Maurice Larouché et M. Séphil, une conférence de haut calibre et que le diamant soit honoré, comme d'habitude, comme les soirées antérieures. Mais c'est vrai que le sujet est vraiment interpelle parce que quand j'ai lu... Et ça ressemble à Maurice. Hein? Ça ressemble à Maurice parce que je le connais depuis très longtemps et il va chercher des fois des choses qu'on n'ignore pas mais qu'on n'ose pas présenter et qu'on pourrait présenter sous des propos plutôt feutrés. Mais je pense que Maurice, là, il a de quoi en parler et c'est vrai que je vous prie de m'excuser, je vais devoir m'extirper un peu à la sauvette, mais je vais rester plus que prévu parce que j'ai bien envie d'avoir un petit peu plus de connaissances sur ce sujet-là. Donc, alors rappelez-vous, messieurs, dames, pour ceux qui viennent pour la première fois ici, il y a toujours quelque chose qui se passe au diamant. Alors, si ce n'est pas ici, à la mairie, c'est au musée du Père David. Mais toujours quelque chose, chaque week-end. Une exposition, une conférence, toujours quelque chose. Parce que depuis très longtemps, c'est une petite anecdote. Quand j'ai appris l'importance du rocher du diamant et que c'était après mon baccalauréat, et ça fait très longtemps, j'étais quand même assez surpris de voir que j'étais aussi ignorant de l'histoire de ma commune. Et aujourd'hui, je fais tout pour que le petit gamin, tout le monde soit au fait de l'actualité, au fait des connaissances. Et on avance vraiment quand on connaît, quand on sait et quand on n'est pas ignorant. Et je vous assure que de plus en plus, et si parmi vous, il y a des gens qui sont intéressés pour faire des conférences, quel que soit le thème, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus au diamant parce qu'aujourd'hui, nous donnons la possibilité à tout un chacun de pouvoir s'exprimer et de faire passer les connaissances. Je vous remercie infiniment. Merci public, hein, je vois que vous êtes venus plus nombreux que d'habitude. Et merci à Marc et puis à Maurice. Et j'espère que vous allez passer une très bonne soirée. Merci bien. Alors ce soir, la traite et l'esclavage des Blancs. L'histoire de l'humanité est une histoire de migration, c'est-à-dire de colonisation multiple. Le premier des colonisateurs a donc été notre commun ancêtre africain, puisque c'est dans les hauts plateaux africains qu'est né l'Homo sapiens. Alors, assez naturellement, les histoires et les autorités politiques se sont intéressées aux événements
concernant les zones de vie de leur population. Mais pour bien se connaître, il est utile, comme le dit si bien Maurice, de se comparer. Pour faire un pas supplémentaire dans cette connaissance de nous-mêmes, Maurice et Marc nous proposent ce soir une sensibilisation sur une autre traite que celle des Noirs, sur un autre esclavage que celui des Noirs. Marc est actuellement proviseur adjoint au lycée Joseph Joubel à Rivière-Salée, professeur certifié d'histoire. Il est l'auteur d'un ouvrage sur l'évolution institutionnelle et politique des Antilles, publié en 2003 aux éditions Ibis Rouge. Il a également publié et continue ses recherches sur l'histoire de la communauté noire à Cuba. Maurice est diplômé en économie et finance de l'Institut d'études politiques et de la faculté de droit et de sciences économiques de Paris. Ancien directeur de banque, il s'est toujours intéressé à l'histoire comme facteur explicatif des événements d'aujourd'hui. Ils tiennent tous deux à remercier Gilbert Eustache, maire du Diamant, et Marie-Lune Lampigny en charge des activités culturelles et elle-même auteure éminente d'avoir, sans l'ombre d'une hésitation, donné leur accord pour la tenue de cette manifestation. Alors, Marc Séphil et Maurice Larouché remercient très chaleureusement votre participation, d'abord comme auditeur et auditrice, et si vous le souhaitez, comme intervenant au débat. Je laisse la place à Marc Séphil et à Maurice Larouché sous applaudissements. Merci pour eux. Messieurs, dames, bonsoir. Avant de commencer, je voudrais aussi renouveler les remerciements à Monsieur le maire qui nous accueille ici dans cette si belle mairie, l'une des rares en Martinique à arborer le drapeau républicain et le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Bravo Monsieur le maire, parce que ce n'est pas sur toutes les communes de Martinique qu'on voit ça. Ça, c'est une autre histoire, peut-être un autre débat. Je veux remercier aussi notre présentateur. Je veux surtout remercier aussi Maurice, qui, comme on vous l'a dit, a souvent des sujets un peu brûlants, mais qui explique beaucoup les choses. Deux mots pour dire quelque chose de Maurice. Je me souviens que Patrick Chamoiseau a dit de Maurice que c'est le Martiniquais le plus intelligent qu'il ait rencontré. Et je crois que c'est vrai. Et je crois que c'est un bel hommage qu'on peut lui rendre parce que Maurice a toujours œuvré pour la connaissance de l'histoire de ce pays, même s'il n'est pas historien lui-même, mais de se poser un certain nombre de questions. Et je le remercie aussi ce soir de pouvoir me donner la parole pour l'aider, pour lui le seconder dans cette entreprise qu'il crée. Et une entreprise qu'il crée, hein, c'est aussi ça, l'entreprise culturelle. Et puis, de nous donner l'occasion de débattre sur des sujets qui peuvent paraître tabous, mais il faut y aller aussi de temps en temps, il faut aller au fond des choses. Et je crois que Maurice creuse ce sillon-là depuis un certain nombre d'années à la Martinique. C'est un homme qui a beaucoup fait pour l'innovation. Hein. Je parle du sous-marin, enfin bon, de beaucoup de choses qu'il a faites pour la Martinique. J'en passe et des meilleurs. Alors, il m'a demandé ce soir, non pas de parler de l'esclavage des Blancs en général, mais en ma position d'historien, de vous parler du cadre spatio-temporel de l'esclavage. Donc je ne vais pas aborder le thème spécialement de l'esclavage, mais je vais planter le décor, si vous voulez, de cet esclavage des Blancs. Alors, avant de quelques petits rappels, c'est peut-être une déformation du prof d'histoire géo que j'ai été, j'aime bien que les choses soient claires dans nos têtes au début. L'histoire, ce n'est pas des dates. L'histoire, c'est des périodes qu'on a découpées de façon arbitraire. Et voilà le découpage académique de notre histoire. Elle commence avec
la naissance de l'écriture, avec l'écriture, en moins 3300 avant Jésus-Christ. Il y a une première période, donc avant c'était la préhistoire. Ensuite, l'Antiquité, qui va de moins 3300 à 476, avec des phénomènes identifiés. C'est la chute de l'Empire romain, 476 après Jésus-Christ. Commence une deuxième période que l'on appelle le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge aussi, c'est deux bornes chronologiques bien distinctes, donc la chute de l'Empire romain. Alors, dans d'autres écoles, on dit la découverte de l'Amérique. Moi, je préfère dire l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, parce que, par respect pour au moins ceux qui étaient là avant, hein, on ne peut pas dire qu'elle a été découverte par Christophe Colomb. Christophe Colomb est arrivé. Donc, l'arrivée de Christophe Colomb, qui met en contact deux mondes, c'est aussi un élément, un événement historique majeur de l'histoire de l'humanité. Même si cette frise est un peu européocentrée, parce que les Chinois n'ont pas spécialement le même découpage que nous. C'est comme pour les cartes de géographie, on ne voit pas le monde en Australie comme nous on le voit. Enfin, bref, c'est une autre histoire. Autre temps qui commence, c'est jusqu'à 1789, donc c'est les temps modernes, de l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique jusqu'à la Révolution française, et puis de la Révolution française à nos jours, c'est ce qu'on appelle l'époque contemporaine. Donc une fois qu'on a ça en tête, c'est quand j'enseignais encore, je disais à mes élèves, c'est les dates qu'il faut connaître. Après, quand vous étudiez un sujet, les dates, ça vient précisément. C'est les phénomènes qui font l'histoire et non pas les dates. Alors, pour revenir à ce phénomène de l'esclavage des Blancs, penchons-nous donc sur le cadre spatio-temporel de cet esclavage. On peut dire, c'est-à-dire le cadre spatial, c'est-à-dire l'espace sur lequel il s'est étendu, et surtout aussi le temps sur lequel il s'est étendu aussi. D'abord le temps. Il s'étend, cet esclavage, du 8e au 19e siècle. Ça veut dire pratiquement 1000 ans. Donc ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Un phénomène qui a duré 1000 ans, c'est un phénomène quand même qui a marqué. C'est un phénomène important. C'est un phénomène qui a aussi résisté au grand changement, à l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, par exemple, qui a résisté à la Révolution française, avec toutes les idées nouvelles de droits de l'homme que ça apportait. D'ailleurs, la Révolution française a des rapports ambigus avec l'esclavage. On abolit, on remet, il y a eu des rapports ambigus avec l'esclavage en général, des Noirs aussi. L'esclavage des Blancs, donc, résiste à ça. Longtemps, l'espace aussi sur lequel il s'étend est assez vaste, puisqu'il s'étend sur 3 grands espaces, on va dire, de l'époque, 3 mondes, 3 ères de civilisation. C'est d'abord l'Europe occidentale, qu'on appelle aussi l'Occident chrétien, la chrétienté d'Occident ou la chrétienté occidentale. S'étend aussi sur l'Europe orientale, l'Orient chrétien, l'Empire byzantin, si vous voulez. Tout ça, c'est le 2e espace. 3e espace concerné par cet esclavage des Blancs, c'est le monde arabo-musulman, toute l'Afrique du Nord, pour aller jusqu'à l'actuel Moyen-Orient. Alors, il y a une carte qui est du livre d'Alexandre Stierka, qui est en noir et blanc, on ne voit pas très bien. Donc, je vous ai mis une autre qui est en couleur. Donc vous voyez en vert le monde arabo-musulman. Et j'oubliais de dire, au milieu de tous ces 3 mondes, qu'est-ce qui les met en relation? C'est la Méditerranée. Donc voilà planté globalement le décor, le cadre socio-spatial. Maintenant, il s'agit de savoir comment ce monde évolue pour planter le contexte de ce que dira Maurice tout à l'heure. Le problème, donc, c'est de savoir comment ces mondes ont été mis en relation. Quelles relations ils ont eues, hormis l'esclavage des Blancs. D'abord, on peut dire que ce sont des relations d'affrontement. Ces 3 mondes ont eu des affrontements innombrables. Et dans l'espace de cette conférence, ce serait une gageure de vouloir tous les compter, tous les énumérer, tous les commenter. On peut dire qu'il y a 2 types de grands affrontements, si vous voulez, des affrontements d'ordre religieux, et puis des affrontements qui relèvent purement et simplement de l'esprit de conquête et de l'appât du gain, de l'économie, si vous voulez. Ces affrontements, donc,
d'ordre religieux dans cet espace, c'est d'abord les croisades. Ensuite, alors on dit le djihad, mais d'après les petites recherches que j'ai faites, notamment pour la conférence, le djihad, c'est pas ça. Il faut vraiment qu'on ait une autre idée du djihad. Le djihad, c'est plus mental que aller faire la guerre. Ça a été dévoyé au XXe siècle par les groupes islamistes fondamentalistes, mais parce que le djihad, c'est plus quelque chose de mental, c'est-à-dire qu'il faut aller, pas conquérir, mais convaincre. Et puis, il y a un djihad intérieur, c'est Averroès qui distinguait 5 types de djihad. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais enfin, il faut savoir que ce sont les croisades. Les affrontements principaux qu'il y a dans cet espace, ce sont les croisades, et c'est aussi le djihad. Alors, au XIe siècle, on peut dire qu'il y a, entre le XIe et le XIIIe siècle, fin du XIIIe siècle, il y a eu 8 grandes croisades qui ont amené plusieurs problèmes, si vous voulez, plusieurs sacs, comme on disait à l'époque, notamment le sac de Constantinople. Mais là, c'est des chrétiens entre eux. Hein. Le sac de Constantinople, bon, les dates, c'est pas important, je le disais au début. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ces 3 empires s'affrontent vraiment sur le plan religieux. Ils s'affrontent aussi à cause des conquêtes. Ils s'affrontent aussi pour des raisons religieuses, pour des raisons économiques aussi, qu'on verra tout à l'heure. Les affrontements de l'esprit de conquête, c'est la conquête arabe, hein, qui va du XIe siècle, on la voit très bien sur la carte aussi, je pense que j'ai une carte que je vous montrerai tout à l'heure, qui va du 7e au 9e siècle, après l'émergence de l'islam en Arabie, ici, là. Hein. Et cet islam qui va conquérir toute la Perse et monter et arriver jusqu'en Espagne, et comme tous on a appris un petit peu, qui seront arrêtés à Poitiers en 732 par le grand-père de Charlemagne. Enfin bref, donc c'est son père, oui. Donc cette conquête arabe va permettre à la religion de l'islam d'occuper un vaste espace, va permettre à l'Orient arabe de s'étendre sur toute la rive sud de la Méditerranée, mais il y aura le reflux à un certain moment, puisque les rois catholiques d'Espagne vont entamer, et là c'est encore un autre exemple de bataille, d'affrontement qu'il y a dans cet espace, vont affronter les Arabes qui étaient arrivés très haut en Espagne, d'accord, dans un épisode de l'histoire espagnole qu'on appelle la Reconquista. Cette Reconquista en Espagne va durer jusqu'en 1492. 1492 est une date importante parce que c'est en même temps le moment où il y a la prise de Grenade par les rois catholiques qui, en même temps, vont permettre à Christophe Colomb, vont lui donner les subsides pour aller en Amérique parce qu'il cherchait aussi d'autres débouchés que le débouché de la Méditerranée. Donc, une Reconquista, si vous voulez, qui se fait en 3 phases. Les prémices de la reconquête, qui approximativement du 9e, 10e siècle, c'est le début. Deuxième phase, c'est l'écartement définitif de la présence musulmane dans la péninsule au nord, on va dire, entre le 12e et le 13e siècle. C'est l'épisode du Cid, de Racine, etc., qu'on connaît, qui a vraiment existé. Le Cid, Caïd, enfin bon, c'est un petit peu les mêmes mots, avec beaucoup de... Il y a eu un très beau Racine et des ailes mardi ou mercredi, je ne sais plus, sur l'Andalousie, hein, qui est marqué très fortement par cette présence arabe en Espagne. Et puis, il y a eu la chute de Grenade en 1492. Et puis, les autres affrontements dans cette ère que nous décrivons, dans cette ère où il y a cet esclavage des Blancs, sera marqué aussi, après, entre le XVIe et le XIXe siècle, par de la piraterie, de la course, les corsaires, et beaucoup de razzias. Plus que des guerres, des croisades,
ces affrontements seront surtout caractérisés par des guerres, des razzias, la course et la piraterie. Et c'est d'ailleurs les rois dans toute la partie occidentale de la Méditerranée, ici, il va s'installer trois grandes régences, la régence d'Alger, la régence de Tunis et la régence de Tripoli, qui seront les repères ailleurs, les sites, les endroits où vont se protéger tous ces corsaires et tous ces pirates, qui sont en fait aidés par ce qu'on appelait les D-E-Y, puisque les rois, enfin les califes qui étaient là, ont pris le nom de D à un certain moment dans l'histoire. Je vais très vite, parce qu'il ne faut pas que je dépasse mon temps. Et tous ces trois régences vont abriter beaucoup de corsaires et beaucoup de pirates. Et du 16e au 18e, début 19e, on aura surtout des razzias sur toutes les côtes de la Méditerranée et des fois même jusqu'en Angleterre. Et puis, qu'est-ce qui va mettre fin à ça? C'est la conquête de l'Algérie par la France à partir de 1830. C'est globalement les grands affrontements qu'on a dans cette ère de civilisation. Mais les contacts qu'il y a entre ces trois mondes pendant ces 1000 ans ne sont pas seulement des affrontements, vous vous en doutez. On en a ébauché quelques-uns en parlant de l'Andalousie. Mais en Méditerranée, il y a beaucoup d'échanges commerciaux et beaucoup de contacts culturels. Toutes les grandes médecines de l'époque, c'est le contact entre la préservation de tout ce que la Rome antique avait gardé sur les pratiques antiques, les médecins, les grands médecins de l'Antiquité, et tous les savoirs qui émanent de l'Antiquité, et la rencontre avec tous les savants arabes. Averroès, c'est l'un des plus emblématiques. Donc il y a eu beaucoup d'échanges culturels aussi. Il ne faut pas croire que c'était que des affrontements, il y avait aussi des échanges culturels. Et puis il y avait bien sûr, troisièmement, pour finir, on va dire, il y avait aussi beaucoup d'échanges économiques. Alors on échangeait quoi? À partir du XIIe siècle, on échange beaucoup de fourrures, on échange beaucoup de produits comme le sel aussi. On échange de l'or, mais on échange surtout, et beaucoup, on échange des esclaves. Et c'est cette traite des esclaves que Maurice va vous présenter. Moi, je pense que j'ai essayé de planter un peu le décor, peut-être quelques cartes encore, pour que vous voyez, pour que vous imprimiez un peu l'espace qui est considéré, que Maurice va considérer dans son intervention. Donc on voit là c'est la conquête musulmane, l'expansion. On voit bien qu'ils partent d'Arabie en 632, ce qu'on appelle l'Hégire, et puis ils vont conquérir pas seulement à l'ouest, mais aussi à l'est. Et ils seront même en contact avec le monde indien et le monde chinois. Une autre carte qui montre vraiment ces affrontements, qui montre les trois mondes, donc voilà. Voilà un peu, et puis il y a des foyers culturels. On voit les grandes villes aussi portuaires qui vont être les fers de lance de cet esclavage, de cette traite des Blancs, c'est-à-dire Gênes, Venise et Pise, mais surtout Venise, qui va commanditer beaucoup de bateaux pour cette traite des Blancs. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je fais pas. Ouais, c'est l'Espagne musulmane, mais enfin bon. Voilà, Maurice, je te laisse la parole pour nous expliquer où et comment cette traite des Blancs se faisait. Merci. Chers amis, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir consacré ce début de soirée à venir en faire de l'histoire. C'est un sujet assez aride. Merci à Monsieur le maire de nous avoir, sans l'ombre d'une hésitation, offert la salle de la mairie, à Marie Nampigny également, qui est elle-même une femme de lettres éminente. Rappelle-toi qu'il y a quelques années, on avait fait une conférence sur l'Égypte ancienne à la Kenneth, et ça avait également mobilisé quelques personnes. Alors, d'abord,
si je me permets de m'intéresser à l'histoire depuis déjà pas mal d'années, c'est un petit peu dans la suite de ce que Clémenceau disait sur les militaires. Clémenceau disait la guerre, c'est une chose trop importante pour être laissée entre les mains des militaires. Eh bien, l'histoire, c'est une chose trop importante pour être laissée entre les mains des historiens. Mais on peut dire ça de beaucoup de professions. Il est important que les spécialistes soient accompagnés de non-spécialistes. Alors, en bonne méthode, je vais commencer par des définitions. C'est ce qu'on m'a appris quand j'étais à Sciences Po. Quand vous traitez un sujet, il faut commencer par dire de quoi vous allez parler. Marc l'a déjà un peu signalé. D'abord, qu'est-ce que c'est que la traite? La traite, c'est le transport d'êtres humains d'une région à une autre contre leur gré et en général pour des raisons intéressées. C'est ça la traite, le transport d'êtres humains d'une région à une autre sans le consentement de ces personnes et dans un but intéressé. L'esclavage, c'est une situation où une personne se trouve sous l'autorité totale, juridique et économique d'une ou de plusieurs autres personnes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Alors la durée peut changer parce qu'il est arrivé que des gens se mettent en esclavage pour payer une dette. Il est arrivé aussi que des maîtres prêtent des esclaves à d'autres maîtres. Mais il y a une dimension de l'esclavage qui est un peu ignorée, mais que je veux rappeler. C'est qu'à certains moments, lorsqu'il y a eu la guerre en Europe, les armées victorieuses faisaient ce qu'elles voulaient des pays vaincus. Quand vous allez en Pologne et que les Polonais vous racontent ce qui s'est passé pendant l'histoire, eh bien, une armée victorieuse dans une ville, avec des jeunes hommes qui viennent de faire la guerre, de risquer leur vie, c'est une armée qui fait n'importe quoi et qui met en esclavage les gens. À Paris même, n'importe quelle escouade allemande, dans les années 42-43, entrait dans une maison et faisait pendant le temps qu'elle voulait ce qu'elle voulait de ceux qui y avait dans cette maison. L'esclavage est consubstantiel de la guerre à partir du moment où il y a un territoire qui est occupé par un groupe et que ce groupe prétend qu'aucun autre groupe ne vienne sur ce territoire, les conflits naissent, les guerres naissent. Et comment se terminent les guerres? Elles se terminent soit par la mort des vaincus, soit par leur capture. Et après leur capture, on les met comment? En esclavage. Alors il y a beaucoup de méthodes d'esclavage, Il y a des maîtres doux, il y a des maîtres durs. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a quelques années à la Martinique qu'en 1848, les Noirs n'étaient pas si pressés que ça, que l'abolition arrive. Il y a des conceptions tout à fait différentes de l'esclavage et des pratiques. À la Martinique, il y avait des maîtres qui étaient beaucoup plus durs que d'autres maîtres en matière d'esclavage. Mais encore une fois, l'esclavage est consubstantiel à la guerre. Donc on a vu ce que c'est que la traite, ce que c'est que l'esclavage, qu'est-ce que c'est que les Blancs? Ça paraît évident, quoi, mais c'est peut-être le plus difficile. C'est quoi un Blanc? Alors je dirais, pour ne pas entrer dans des discussions fumeuses, qu'un Blanc, c'est généralement quelqu'un à peau blanche et à cheveux non frisés. Et on en restera là pour la définition. Parce que si on se met à parler de la forme du crâne, de la forme du visage, de la longueur des membres, etc., on dit beaucoup de sottises. Mais je signale simplement que les chercheurs américains ont rappelé que la dépigmentation a commencé il y a peu de temps. La dépigmentation a commencé il y a 8000 ans. Avant ça, tout le monde était noir. Il faut se le rappeler. Quant à notre motivation, je veux la dire sans ambiguïté. Si on veut, et je parle avec l'autorisation tacite de mon ami Louis Géel, professeur de psychiatrie ici présent, quand on veut guérir, ou au moins soulager, quelqu'un qui a connu un traumatisme majeur, il y a deux techniques incontournables, plus 1000 autres que je ne connais pas, mais j'en connais deux.
parce que je les ai vus expérimenter. La première, c'est de faire connaître à la personne traumatisée que d'autres qu'elle-même ont connu des traumatismes du même genre. Deux traumatismes ne sont jamais identiques, mais que d'autres qu'elle-même ont connu des traumatismes du même genre et les ont surmontés. Ça, c'est une chose sur laquelle il faut insister et qu'on ne voit pas beaucoup collectivement à la Martinique. La deuxième technique consiste à avoir un projet de vie. Personne ne peut faire qu'un traumatisme qui a existé n'a pas existé. Mais il est raisonnable de dire « je ne vais pas m'occuper que de cela, je vais m'occuper de l'avenir ». Donc c'est la première technique que nous voulons illustrer ce soir, rappeler aux uns et aux autres que personne n'a le monopole ni de la traite ni de l'esclavage. Alors, le plan que j'ai choisi pour vous en parler est le suivant. D'abord, les termes de l'échange, ce qu'on appelle en économie les termes de l'échange, c'est-à-dire l'objet de ce qui se passait, eh bien, montrait que la mondialisation était déjà en marche, puisque les choses allaient quasiment d'un bout du monde à l'autre, en tout cas si on se limitait à l'Europe, au Moyen-Orient et à l'Extrême-Orient. Et l'Afrique était naturellement concernée. Deuxièmement, je voudrais dire que les acteurs étaient nombreux, mais facilement identifiables. Et en troisième lieu, que le sort des esclaves était loin d'être homogène. Et dans cette troisième partie, je dirai un mot d'une Martiniquaise, la sultane Validé. En premier lieu, donc, les termes de l'échange entre les acteurs sont ceux d'une mondialisation naissante. Alors, la période est longue, Marc l'a rappelé. S'agissant de la traite des Blancs, les deux dates bornes, eh bien, c'est l'invasion de Séville, la chute de Séville en 711, et puis, à l'autre bout, l'invasion de l'Algérie en 1830. Ça fait tout simplement 1119 années. On peut discuter à l'infini de la première date et la deuxième date, mais ce que nous voulons dire, c'est que ça a été très long. De même que la traite transsaharienne, ça a également été très long. Ça a duré 1300 ans. Et on n'est pas sûr que ce soit aujourd'hui encore tout à fait terminé. Elle a commencé en 652, lorsque des Arabes sont allés demander rançon à des Nubiens, et on demandait, nous sommes allés en Nubie, et on demandait aux Nubiens rançon, et la rançon c'était 300 esclaves chaque année. Eh bien, à ce moment-là, la traite a commencé, et puis elle s'est terminée. Je répète qu'on ne sait pas tout à fait si elle est déjà terminée. Alors que, s'agissant de la traite transatlantique concernant les Noirs, on peut dire qu'elle a commencé dans les années 1400, 1441 exactement, avec le transport d'Africains vers l'Espagne et vers le Portugal. Quant à la fin, théoriquement, le traité de Vienne en 1815 a mis un terme à la traite, mais nous savons au diamant, cher Gilbert, qu'en 1830, il y a un bateau négrier qui s'est échoué au Cap 110. Donc, entre les dates officielles, et Marc le remarquait à juste titre, et puis la réalité des choses, il y a souvent un écart. Quant au nombre de personnes concernées, si c'était une personne, ça vaudrait la peine qu'on s'en occupe. Comme disait Kessler, l'homme, c'est le zéro ou l'infini. À partir du moment où il y a une personne qui est concernée, ça vaut la peine de s'en occuper. Et un homme qui souffre n'est pas un os qui danse. Mais personne ne saura jamais le nombre. Ce genre de choses-là, personne ne sait le nombre exact. Mais je prends une référence
Une encyclopédie ukrainienne parue en 2002, c'est-à-dire des recherches récentes. En histoire, plus les recherches sont récentes, plus elles sont complètes, évidemment. Eh bien, en 2002, on évaluait à plus de 2 millions le nombre de personnes capturées entre 1482 et 1760 par les Tatars de Crimée à destination de l'Empire ottoman. En l'espace donc d'à peu près 300 ans, plus de 2 millions de personnes. Donc si on prend toute la période qui va de l'année 700 à peu près à l'année 1830 à peu près, on peut affecter à ce chiffre un multiplicateur de 2, de 3 ou de 4. Donc c'est un nombre très important de personnes qui ont été victimes de l'esclavage des Blancs. Et je le dis tout de suite, ce sont des gens de toutes les religions et de tous les pays. Donc rien d'anecdotique si on compare à la traite transatlantique, à la traite transsaharienne ou à la Shoah. Les espaces concernés, ça démarrait depuis l'Islande pour aller jusqu'à Shanghai, c'est-à-dire vraiment un espace énorme, en passant par Gibraltar, toute l'Europe occidentale, centrale, orientale, Verdun. Beaucoup d'entre nous ne connaissent Verdun que pour la guerre de 14-18. Verdun était l'un des principaux marchés aux esclaves au Xe, XIe siècle après Jésus-Christ. La France, l'Espagne, l'Angleterre ont été donc concernés. Un aller-retour d'un bout à l'autre, eh bien, c'était 3 ans en moyenne, ce n'était pas 6 mois. Alors, je ferai une mention particulière pour l'Irlande, qui n'est pas sur la carte, sur l'une des cartes, mais qui a connu un esclavage féroce à une période relativement récente, c'est-à-dire entre 1650 et 1840. Les Anglais et les Irlandais, il n'y a pas longtemps qu'ils ont fait la paix, il y a quelques dizaines d'années, se sont fait une guerre féroce à ce moment-là. Le trajet concernait les Antilles et l'Amérique. Jacques Ier, Charles Ier, roi d'Angleterre, puis Olivier Cromwell, ont vendu des Irlandais. Le nombre de tués, rien que de 1641 à 1652, 500 000 tués. Le nombre de déportés, 300 000 déportés. La population irlandaise est passée de 1 500 000 à 600 000, 1 500 000 à 600 000 en moins de 10 ans. Destination Barbade, Antigua, Montserrat, Virginie, Nouvelle-Angleterre. Mais nous étions donc concernés. Alors les propriétaires d'esclaves en Amérique ont souvent fait des croisements entre des esclaves africains et des Irlandaises. Parce qu'à l'époque, le prix d'une esclave irlandaise ou d'un esclave irlandais était de l'ordre de 5 livres sterling, alors que le prix d'un esclave africain était de l'ordre de 50 livres sterling, 10 fois plus cher. Donc ils estimaient commode de faire des croisements pour avoir des métis qui leur rapportaient plus que ne rapportaient les Irlandais ou les Irlandaises tout seuls. Pour revenir à l'Europe et au Moyen-Orient, donc l'échange, les termes de l'échange portaient avec des intensités variables en fonction des périodes sur les marchandises suivantes. Venant d'Orient, de l'or, des soieries, des épices, des pierres précieuses, des parfums, des tissus d'ameublement, des drogues venant notamment de l'Inde, et puis venant d'Occident, des armes, des sabres et des épées, de Tolède en particulier, des armures, des cottes de mailles, des vins, des fourrures d'apparat, même dans les déserts, du bois et surtout des esclaves. L'approvisionnement en esclaves provenait pour le Moyen-Orient de 3 sources différentes, donc l'Afrique noire par le Sahara, l'Europe du Nord et puis l'Europe du Sud. Le prix des esclaves était variable. Fonction du sexe, en général les hommes valaient un peu plus que les femmes, parce qu'il y avait la force physique en plus. L'âge,
les jeunes étaient plus chers, on cherchait beaucoup les adolescentes de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Les jeunes coûtaient plus cher que les adultes. Je rappelle qu'à l'époque, sans être esclave, la durée de vie moyenne était très brève. C'est-à-dire qu'une femme de 30 ans, c'était déjà une vieille femme. Donc on cherchait des gens très jeunes pour travailler un certain temps. Ça dépendait également du nombre. À certains moments, il y avait de grosses razzias ou bien de grosses captures sur des bateaux. Donc il y avait beaucoup d'esclaves disponibles et un esclave ne valait pas plus qu'un oignon, lit-on dans certains bouquins. Mais en moyenne, un esclave valait plus cher que ça. C'était la valeur d'un cheval, une valeur supérieure à celle d'une mule, dit-on. Alors la mondialisation avait donc commencé. Les communautés qui disposaient d'un réseau avaient naturellement un avantage. Et les opérations bancaires, notamment sous l'impulsion des négociants italiens, allaient se développer dans le même temps pour permettre les échanges à distance. La lettre de change a été inventée depuis le Moyen-Âge. Tels sont donc les termes de l'échange tels que je voulais vous les proposer très rapidement. Ensuite, les acteurs. C'est très important. Alors, encore un mot sur l'objet, le cœur. Donc les peuples d'Europe centrale, les Russes, les Ukrainiens, je prends les termes d'aujourd'hui, à l'époque c'était d'autres termes, les Polonais, les Tchèques, les Serbes, les Croates, les Bulgares, du monde appelé communément slave. On appelait slaves même des gens qui venaient d'Islande, mais les Slaves c'était des gens d'Europe centrale, à telle enseigne qu'à partir du IXe siècle, il y a eu une identité entre le rôle d'esclave et le nom de ces peuples-là. On a appelé esclaves tous ceux qui étaient slaves et qui vivaient là. C'était vraiment la source principale. Mais il fallait aller les chercher, ces gens-là, ces esclaves, ces pauvres esclaves. Et il y avait ce qu'on appelle des rabatteurs. Ça existe encore dans certaines activités. Et ces rabatteurs on les appelait les varegs. Les varegs sont ceux que nous appelons les vikings. Étaient des Suédois, des Danois, des Norvégiens, des Finlandais. À l'époque perçus comme des brutes à l'état pur. C'est-à-dire des gens qui étaient très forts en navigation, mais qui étaient d'une brutalité inouïe, qui ne se lavaient pas souvent, qui violaient toutes les femmes qu'ils croisaient, qui étaient toujours prêts à sortir le couteau ou la hache pour tuer quelqu'un. C'est eux qui servaient de rabatteurs et ils ont sévi dans toute l'Europe du Nord et ils sont descendus plus bas. C'était de grands navigateurs. Et les clients? Les clients, c'était principalement les pays arabo-musulmans. Les Turcs, les Irakiens, les Syriens, les Égyptiens, mais aussi le Maroc, l'Algérie, la Libye, la Tunisie, qui avaient des villes de grands marchés. Certainement, les arabo-musulmans, historiquement, sont les peuples où l'esclavage a tenu, et de très loin, le plus grand rôle. Toute la société était organisée avec l'utilisation d'esclaves. Et il en fallait tout le temps, je vais rappeler tout à l'heure pourquoi. Mais il y avait aussi de riches marchands européens, notamment italiens, Marc l'a rappelé. Venise avait, il y a encore quelques années, un quai qui s'appelait le quai des Esclavons. Venise s'est enrichie. Et quand vous allez en Italie et que vous voyez, pas seulement en Italie, en Autriche, c'est un peu le même problème, mais l'Italie est assez exceptionnelle quand même, que vous voyez la profusion d'œuvres d'art, d'extraordinaire qualité, de statues, de palais, etc., vous vous dites que c'est un pays où, à un moment donné, l'argent a coulé à flot. Et il y a eu en plus, bien sûr, le génie d'un certain nombre de grands artistes, tels qu'on en est frappé quand on va à Rome en particulier. Mais c'était les Arabes qui étaient les principaux clients. En plus, ils avaient des bateaux qui étaient plus faciles à manœuvrer que les bateaux utilisés notamment par l'Europe du Nord, parce qu'ils avaient des rameurs, des galériens,
Et quand vous avez en plus des voiles, des galères, des rameurs, ça vous donne une maniabilité beaucoup plus importante. Donc on a vu quel était l'objet, on a vu quels étaient les rabatteurs, on a vu quels étaient les clients. Mais il y avait des grands organisateurs, il y avait des logisticiens, il y avait des banquiers. Et ces organisateurs, ces logisticiens, ces banquiers étaient fréquemment des marchands israélites de Hollande. Il n'y avait pas que, mais ils avaient un rôle extrêmement important à ce moment-là. Mais aussi les négociants des ports, comme je le disais. Et Verdun était une des villes importantes où il y avait beaucoup de chrétiens qui opéraient, pas seulement des Israélites. Et c'était un centre de castration blanche ou castration noire, on va y venir tout à l'heure. Cordoue, sous occupation musulmane depuis le début du 8e siècle. Alors comment appelait-on ces marchands juifs qui parcouraient le monde et la diaspora permettait d'avoir un réseau? On les appelait des radanites. C'est un mot qui a disparu. Les Varegs pour les vikings rabatteurs, les radanites pour les juifs marchands. À l'époque, tout le monde connaissait ces mots-là. Quel a été pendant toute cette période le rôle des religions? Dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, il n'y a nulle part de condamnation de l'esclavage. Quand vous lisez Saint Paul dans le Nouveau Testament, Saint Paul vous dit, regardez, si vous voulez confirmation, il faut obéir très strictement à son maître. C'était véritablement l'encouragement à la soumission. Mais à l'époque, c'était normal, hein, mais il faut le rappeler. Saint Paul donc recommande la plus stricte obéissance au maître. Et il y a eu, en 1550, ce qu'on a appelé la controverse de Valladolid. Est-ce que les Indiens avaient une âme? Est-ce qu'on pouvait les esclavagiser, etc. Et puis, Bartolomeo de las Casas a fait triompher la thèse qu'ils avaient une âme, qu'il fallait prendre beaucoup de précautions, etc. On a traité en creux le problème des Noirs, parce que Bartolomé de las Casas a même donné un certain volume d'esclaves noirs qu'on pouvait faire venir pour remplacer les Indiens, que les Indiens n'ont pas beaucoup accepté l'esclavage. Et puis, finalement, donc la controverse a porté sur les Indiens, elle a porté sur les Africains en creux, mais elle n'a pas porté sur les Blancs. Alors qu'à ce moment-là, on était en train d'esclavagiser beaucoup de Blancs. C'est comme s'ils n'existaient pas, c'était quelque chose de tout à fait, je dirais, naturel. Dans la pratique, les autorités chrétiennes et les autorités musulmanes avaient un regard assez différencié, les autorités juives également. Parce que selon que ceux qu'on esclavagisait étaient de leur religion ou pas, eh bien la réaction n'était pas la même. Il fallait absolument libérer ou empêcher d'emprisonner les gens de sa propre religion, mais quand il s'agissait des gens d'autres religions, eh bien on était beaucoup plus tolérants. Et dans les pays conquis par les musulmans, les chrétiens et les juifs sont tolérés. Dans les pays conquis par les musulmans, eh bien les musulmans acceptent que les chrétiens continuent à exercer leur religion. Mais ils soumettent les chrétiens et les juifs à des impôts auxquels ne sont pas soumis les musulmans. C'est ce qui s'est passé notamment pendant toute la présence musulmane en Espagne. L'Église elle-même avait des esclaves. Au milieu du IXe siècle, le pape Léon emploie des esclaves musulmans et païens pour construire le mur de son palais pontifical. Quand les non-arabes avaient l'occasion de réduire en esclavage des Arabes, ils ne se gênaient pas non plus. Il y a eu des Arabes esclaves. Il ne faut pas du tout croire que tout ça était étanche. Le servage qui a été aboli sous la Révolution en France, eh bien, qui n'est pas si loin de l'esclavage, n'a pas beaucoup ému, en réalité, pendant des siècles, des autorités ecclésiastiques. Mais je veux signaler le rôle particulier d'un ordre qui s'appelait l'ordre de la très sainte Trinité et des captifs.
dit aussi l'ordre des Trinitaires ou Mathurins. C'est un ordre religieux qui a été créé en France en 1194, donc en plein Moyen-Âge, et qui s'est mobilisé pendant des siècles pour la libération des chrétiens. Ils allaient à Tripoli, ils allaient à Alger, ils allaient à Fès et négociaient pendant parfois des années pour faire libérer des esclaves qui avaient été capturés parfois depuis 30 ans, 40 ans. Des gens qui avaient été capturés à 20 ans, qui étaient encore capturés à 60 ans ou 70 ans. Donc, tels étaient en quelque sorte les acteurs. Troisième partie et dernière, le sort des esclaves était-il homogène? Le sort des esclaves n'était pas homogène. Soyons clairs, quel que soit le sort d'un esclave, il ne vient à personne l'idée de dire qu'une personne capturée, transportée et obligée d'effectuer des travaux décidés par d'autres puisse se réjouir. Il y avait forcément chez tous les esclaves, quelle que soit leur couleur et quelle que soit la phase et quel que soit leur emploi, une souffrance infinie. Pour tous, la souffrance de l'arrachement, du transport, des coups, des crachats, des viols, des insultes, de la promiscuité avec des individus, tout cela marque à jamais. Les révoltes furent nombreuses, le marronnage aussi. Je précise en passant que le mot de marron est un vieux mot picard qui n'a rien d'espagnol. En Picardie, quand un cochon s'évade, on dit que c'est un cochon marron. Ne cherchons pas d'explication là où il n'y en a pas, c'est un mot qui est très présent dans le vieux français. Il n'empêche que des degrés de servitude doivent être distingués. Les sociétés musulmanes étaient organisées autour de la traite et de l'esclavage. Tout autant que la Grèce antique, l'intérêt des sultans et des califes était d'optimiser les compétences à leur disposition. Je dis en passant que dans la Grèce antique, la ville d'Athènes, par exemple, c'était environ 400 000 habitants. 400 000 habitants, du temps du siècle de Périclès. Mais dans les 400 000 habitants, il y avait 350 000 esclaves. Hein. C'est-à-dire cette fameuse démocratie athénienne dont on nous parle tellement, c'était une démocratie pour 10% de la population. Hein. Les autres, c'était des esclaves, et de niveaux différents. Alors, tous les métiers, à l'époque, étaient pourvus d'esclaves. Le sort le plus dur, c'était le sort des galériens, à n'en pas douter. De vraies bêtes de somme, attachées à leurs rames, 24 heures sur 24, torse nu, frappés, insultés, torturés. Et quand ils descendaient au port, ils étaient stockés dans ce qu'on appelait des bagnos, comme des bêtes. Ensuite, il y avait les ouvriers des mines de sel, des champs, des ouvriers des carrières, des accidents, mortels ou non, innombrables. Ils mouraient par milliers, comme des mouches, notamment dans la construction des mosquées et des palais. Il y avait ensuite les employés de maison, les femmes dans les harems, les eunuques d'intendance. Il y avait les soldats de base, soldats d'élite, soldats officiers, les janissaires, les mamelouks, vous avez entendu parler de cela. Il y avait aussi, à une échelle plus élevée, les administrateurs, parfois gouverneurs de provinces entières. Il y avait des comptables, des médecins, des architectes, des astrologues, des philosophes, des chercheurs, des logisticiens, des ministres esclaves. Comme en Grèce et dans la Rome antique, on trouvait des esclaves à tous les niveaux. Et la méfiance était forte entre les dirigeants musulmans. Ils craignaient toujours des complots de la part de membres de leur famille qui pouvaient aspirer à leur succession. Alors ils préféraient faire venir un certain nombre d'étrangers qui n'allaient pas tremper dans les complots familiaux. Et il arrivait que les califes, pour ne pas avoir de problème avec leur nouvelle cour, se débarrassent du harem du calife précédent en mettant les femmes dans des sacs et en les jetant dans l'Euphrate. Il y a eu le cas de 700 femmes qui ont été comme ça noyées pour débarrasser le nouveau calife des femmes de son prédécesseur.
Un phénomène mérite un développement particulier, c'est celui de la castration, parce qu'il est central. D'abord, ce n'est pas un phénomène qui est propre aux Arabes. La Chine ancienne, la Perse, les Hébreux ont pratiqué la castration. En Chine, c'était une condition pour obtenir un emploi dans la cour impériale. On parle des harems au Moyen-Orient, mais en Chine, il y en avait énormément aussi. L'islam, dans le Coran et dans la pratique, a longtemps préconisé la séparation des hommes, et donc des femmes et des hommes, et donc l'élimination de tout risque venant de ceux que l'on était obligé de laisser côtoyer les femmes. Donc les eunuques, on les laissait côtoyer les femmes, on savait qu'ils étaient eunuques. Ça n'empêchait pas de belles histoires d'amour. On peut avoir de belles histoires d'amour sans avoir aucune activité sexuelle. Mais les deux objectifs de la castration en univers musulman, les deux objectifs, éviter la tentation sexuelle et puis éviter les successions, qui pouvaient déboucher, je le disais, sur des complots contre le sultan. Mais aussi dans les églises, on avait besoin de castrats. Les femmes n'étaient pas trop admises dans les églises au Moyen-Âge. Et la voix des castrats était, et reste une voix d'ailleurs, exceptionnelle. Et il faut savoir que lorsqu'on castrait, les déchets étaient considérables. C'est-à-dire qu'il y avait au moins un homme sur deux qui mourait par infection ou par hémorragie. C'est la raison pour laquelle un castrat valait parfois 10 fois plus cher que quelqu'un qui n'était pas castré. Alors, quel type de castration? L'ablation des organes nécessaires à la reproduction. La castration blanche, c'était l'ablation seulement des testicules, et la castration noire, c'était l'ablation des testicules et de la verge. Et cela concernait tout le monde, que qu'on soit blanc ou noir. Donc, c'est comme ça qu'on appelait les différentes techniques. Les lieux, c'était Prague, c'était Kiev, c'était Verdun, c'était Cordoue. Et les auteurs, les musulmans ne voulaient pas procéder eux-mêmes à la castration. Ils ont confié ça systématiquement à des Israélites et notamment à des rabbins qui avaient déjà l'habitude de la circoncision. Mais l'une des conséquences de cette castration, c'est que ces malheureux n'ont pas eu de descendants. Nous, nos ancêtres esclaves, nous ont eu pour parler de leur misère et parfois en tirer quelque peu profit. Mais eux, ces gens-là, n'ont pas eu de descendants parce qu'ils avaient été castrés. Et ça expliquait aussi qu'il y ait un besoin constant de renouvellement. La mort de beaucoup d'esclaves, il fallait les remplacer. Alors je veux dire un mot d'une Martiniquaise, Alain, la Martinique a payé son tribut à la traite et à l'esclavage méditerranéen des Blancs. C'était l'aventure de la sultane validée, que beaucoup d'entre nous ont entendu conter. Alors d'aucuns veulent y voir une légende. Mais l'un des petits cousins de l'intéressé, Alain de Vouves, merci Alain d'être ici ce soir avec ton épouse, est allé sur place en Turquie. Il a fait des vérifications qui permettent de considérer comme acquise l'histoire de cette jeune béquée morte à 41 ans, il y a tout juste 200 ans. C'est-à-dire qu'au mois de novembre prochain, il va y avoir exactement 200 ans qu'elle est morte à 41 ans, donc elle a vécu pas mal pour l'époque. Alors c'est l'histoire d'une enfant née au Robert en 1776, envoyée en France à 10 ans. Elle s'apprête à rejoindre la Martinique au départ d'Aubagne. C'est-à-dire que ses parents l'ont envoyée en France et puis après ils ont voulu la faire revenir. Mais il n'y avait pas beaucoup de bateaux qui circulaient à Nantes, à Marseille, etc. Il n'y a pas beaucoup de départs et elle a trouvé un départ à Aubagne. Et nous connaissons tous Aubagne comme lieu où on fabriquait les poteries. En d'Aubonne, ça venait d'Aubagne, tout le monde sait ça. Donc elle prend un bateau à Aubagne et puis elle commence à naviguer, quoi. Manque de peau, le bateau est arraisonné par un bateau arabe, un bateau de pirates arabes. Elle a 12 ans. Elle est achetée par le Dey d'Alger. Qui l'offre au sultan de Turquie. Celui-ci en fait sa 4e épouse. Il en fait sa 4e épouse,
après qu'elle se soit convertie à l'islam. Une année plus tard, ce sultan meurt. Et celui qui lui succède, Sélim III, la prend aussi comme femme. C'est un des cas où il y a eu une continuité, il n'y a pas eu le spoil system, en quelque sorte. Et avec Sélim III, elle vit une idylle qui dure 18 ans, ce qui est énorme. Mais Sélim III est renversé en 1807, elle a 31 ans, au moment où son mari est renversé. Alors c'est le moment où Mahmoud II monte sur le trône. Et Mahmoud II, elle l'avait trouvé enfant. Il avait 4 ans, quand elle avait 12 ans, elle l'a trouvé au musée de Topkapi, qu'on a visité d'ailleurs. Alors donc Mahmoud II est élu sultan, et comme il adore cette grande sœur, en quelque sorte, eh bien, il la nomme sultane mère. On appelle ça sultane validée. Validée, ça veut dire, c'est pas quelqu'un qui a une validation juridique, validée, ça veut dire maman, quoi. Donc elle est sultane validée, et elle a probablement une influence plus importante dans l'Empire ottoman que celle que Joséphine pouvait avoir en France à peu près au même moment, avec notre ami Napoléon. Alors elle gère le palais de Topkapi et exerce donc cette influence. Elle meurt à 41 ans, munie des sacrements de l'Église catholique. Elle a obtenu de pouvoir recevoir les derniers sacrements. Ses restes sont conservés dans la mosquée de Fatih, où Alain de Vouves et sa femme sont allés se recueillir. Cette aventure individuelle reste une aventure individuelle, mais elle illustre à sa façon comment, dès le XIXe siècle, le sort d'une enfant née au Robert, en Martinique, peut se mêler à celui d'une puissance qui a exercé une influence majeure dans la configuration du monde tel qu'il est. Alors, pour terminer, je poserai quelques questions un peu pour lancer le débat, car l'intérêt de ces réunions, c'est quand même d'apporter des informations supplémentaires et peut-être de contester. Alors, première question, pourquoi la traite et l'esclavage des Blancs occupent-elles une si faible part, une si faible place dans l'historiographie? Une première question. Pourquoi le sort des engagés, Roger Jam sait de quoi je parle, qui ont été des centaines de milliers en Amérique, laisse-t-il si indifférents les uns et les autres? La souffrance n'a pas de couleur. Au-delà du passé, au présent même, le Moyen-Orient n'en a pas totalement fini avec l'esclavage, et on en parle peu. En Mauritanie, par exemple, il y a encore de l'esclavage. Si on va plus loin, l'Inde, avec ses intouchables, 250 millions d'intouchables, ce n'est pas anecdotique quand même comme chiffre. Personne n'en parle en Occident. Mais une bonne partie des richesses accumulées dans les palais, dans les musées, dans les riches demeures d'Europe ont comme origine, je le disais tout à l'heure, le talent, le génie, le travail, mais aussi la traite d'autres Européens, par des Européens, en plus de la traite des Noirs. Le silence trouve là une de ses sources. Mais 2 autres sources doivent être suggérées. La famille, je ne dis pas les descendants, des esclaves blancs, ont sans doute compris que la victimisation crée de l'infériorisation. Or, nous sommes, nous, constamment dans cette victimisation. D'autre part, certains d'entre nous se comportent en véritables rentiers de la souffrance de leurs ancêtres. Ils ne veulent pas partager la rente. Ils oublient que le rappel permanent du passé est le signe d'une certaine incapacité à aborder les problèmes du présent et la construction de l'avenir. Mais celui qui a peut-être le mieux parlé de tout cela, c'est Derek Walcott, que vous connaissez, qui vient de mourir, malheureusement, qui était un poète, un homme de théâtre, un écrivain. C'était le 2e prix Nobel de Sainte-Lucie.
Le premier, c'est un économiste que j'ai eu l'occasion d'étudier, Arthur Lewis. Alors voici ce que dit, et je me permettrai, je ne suis pas très amateur de citations, les citations sont souvent... Oui, je sais, le diamant, très rapidement, a créé une rue d'Eric Walcott sous l'égide du maire. Mais voici ce que dit Derek Walcott en page 87 de ce bouquin Café Martinique. J'accepte cet archipel des Amériques et je dis, il parle évidemment des Noirs, mais ça peut évidemment concerner nous tous, et je dis à l'ancêtre qui m'a vendu et à l'ancêtre qui m'a acheté, je n'ai pas de père, je ne veux pas d'un tel père, mais je peux vous comprendre. Toi, le fantôme noir, toi, le fantôme blanc, quand tous deux, vous chuchotez le mot « histoire ». Car si j'essaie de vous pardonner à tous deux, je tombe dans votre idée de l'histoire, qui justifie et qui explique et qui expie. Et le pardon ne m'appartient pas. Ma mémoire ne peut susciter aucun amour filial. Vos traits sont anonymes, effacés. Je n'ai pas le désir, pas le pouvoir de vous pardonner. Quand vous avez joué le rôle, il était un homme de théâtre, Derek Walcott, quand vous avez joué le rôle qui vous avait été distribué, un rôle historique, celui de vendeur, celui d'acheteur d'esclaves, vous avez été des hommes. C'est en homme que vous avez agi. Et toi aussi, père, dans les entrailles crasseuses du bateau négrier, pour toi aussi, ils ont été des hommes, agissant comme tels, avec toute la cruauté des hommes. Tes congénères, tes frères de tribu, qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas hésité, au nom de votre race partagée, pas plus que mon autre ancêtre bâtard n'a hésité à abattre son fouet. Mais vous, mes grands-pères, à qui en mon fort intérieur j'ai pardonné, je voudrais, moi, comme les plus honnêtes de ma race, je voudrais vous remercier d'étranges façons, étranges, amères, exaltantes gratitude pour le gémissement monumental, la soudure de deux grands mondes disjoints, comme deux moitiés de fruits que leur jus acide colle l'une à l'autre. Oui, je vous remercie de m'avoir, exilé de votre propre Éden, installé dans le miracle d'un autre. Cela, je l'ai reçu de vous, cela, vous me l'avez donné. Je vous remercie. S'il y a des questions à poser à Marc et à moi-même, des compléments d'information, des rectifications, peut-être qu'on a dit beaucoup de bêtises, mais on est là pour apprendre. Monsieur Richard Rosemin. Donc, M. Seyfil a dit que la Révolution française avait des problèmes avec l'esclavage, puisqu'en 1794, elle l'a aboli, mais il a oublié que c'était l'empereur, la Révolution était terminée, et je ne peux pas considérer que l'empereur Napoléon faisait partie de la Révolution française. C'est un effet secondaire de la Révolution française, mais ce n'est pas la Révolution française. Et je rappelle que M. Toussaint Louverture s'est battu contre les armées de Napoléon avec le drapeau bleu-blanc-rouge de la République française, une et indivisible et universelle. C'est-à-dire, c'était une idéologie de liberté qui s'est battue contre l'Empire, contre Napoléon. C'est-à-dire que M. Toussaint Louverture, qui était général de la Révolution française, commissaire de la République, s'est battu contre un usurpateur qui s'appelait Napoléon. C'est ça qu'il faut bien dire aux gens. Ça, c'est une chose, voilà. Marc va apporter un complément d'information. C'est-à-dire que je ne pouvais pas être aussi précis que tu le souhaites, parce que, bon, l'objet, ce n'était pas l'esclavage des Noirs, c'était l'esclavage des Blancs. Je l'ai dit en passant. C'est vrai, quand même, et je maintiens ce que j'ai dit, que la Révolution française a eu
des problèmes avec l'abolition de l'esclavage des Noirs. Mais ce n'est pas ça le sujet ce soir. Si tu veux, on va en discuter un autre jour. Quand Danton lance donnons l'abolition aux colonies, c'est aujourd'hui que l'anglais est mort. Le grand Danton, quand il dit ça, ça veut dire qu'on lance l'abolition de l'esclavage dans les colonies pour embêter les Anglais, en espérant qu'il y ait une contagion dans les colonies anglaises. Le seul peut-être qui a été clair, vraiment clair avec l'abolition de l'esclavage, c'est Robespierre, quand il dit « périssent les colonies plutôt qu'un principe ». Donc je maintiens ce que je dis, les grands révolutionnaires français ont eu des soucis avant. D'ailleurs, ils l'ont fait quand la révolution a commencé en 1789, ils le font en 1794. Le cas de la Martinique est un peu à part, puisque la Martinique a été occupée par les Anglais entre 1794 et 1802. Mais Napoléon aussi est ambigu avec l'esclavage. Il ne sait pas s'il faut remettre, s'il ne faut pas remettre. Et nous, on tombe là-dedans en pensant que... on nous dit que c'est Joséphine qui lui a dit de rétablir l'esclavage. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ça, c'est un autre débat, Richard, qu'on pourrait apprendre un autre jour. Aujourd'hui, on est sur l'esclavage des Blancs. Oui, bonsoir. Je voudrais d'abord remercier Maurice Laouché et Marc Seyfil de cet exposé, parce que je trouve que c'est un duo très productif, j'allais dire le penseur et l'historien. Je trouve ça très sympathique. Et je pense que cette conférence sur ce thème, c'est très important, parce que contrairement à ce que tu as dit, je pense qu'on a donné à la souffrance une couleur. Et tant qu'on verra en moi un descendant d'esclavagistes et en toute personne noire, un descendant d'esclaves, je crois qu'on ne réglera jamais le problème dans notre petit pays. Et au-delà, la Guadeloupe, etc. Et pour ma part, avec d'autres, on essaie de militer pour que justement l'histoire, je considère quelque part qu'on l'a réécrite, l'histoire de nos pays, et que je pense qu'on a tout intérêt tous à travailler pour faire découvrir des facettes que nous ignorons, mais que beaucoup de gens souhaitent que nous continuions à ignorer. En tout cas, merci. Louis, le professeur Joël veut dire un mot. Merci beaucoup Maurice, merci de ces réflexions. Par rapport à l'interpellation que tu faisais sur l'abord du traumatisme et comment on peut un traumatisme psychique et cette histoire a constitué pour ceux qui l'ont vécu, et je trouve que ce qui a été dit est très important, ceux qui ont été traumatisés, ceux qui ont été confrontés à la mort, c'est celui qui vit l'événement et qui est directement confronté à la menace de la mort et à la souffrance. Après, les autres, ils ont une trace de ça qui va venir par rapport à ce qui est raconté de ce qui a été vécu, et on sait qu'il y a même une trace biologique qui peut se faire de l'intensité d'un stress profond qui a été vécu, qui peut garder une vulnérabilité et qui peut être transmise sur plusieurs générations. On prend ce principe de cette trace traumatique qui existe, et si on veut soigner ce traumatisme, en considérant qu'il existe encore à un moment donné et que les personnes en sont encore atteintes. Ce qu'on sait aujourd'hui et ce qui a été montré sur les victimes de la Shoah, sur les victimes de différents actes de terrorisme, aujourd'hui pour soigner un traumatisme, il faut réussir à s'exposer directement à ce souvenir traumatique et affronter dans sa représentation de ce que les psychologues cognitivistes appellent l'exposition en imagination, où on imagine exactement l'horreur qui a été transmise. Pour faire quoi? Eh bien, c'est là la question. Qu'est-ce qu'on veut faire en s'exposant à ça? Un souvenir a une trace sémantique et une trace émotionnelle. On peut modifier quelque chose de la trace émotionnelle si on en a l'intention. Si, lorsqu'on répète le souvenir traumatique, on augmente la douleur, on augmente l'intensité de la violence, on peut en avoir encore plus mal. Tout le travail thérapeutique qui est fait sur le traumatisme et qui a été démontré,
c'est que si on s'expose au souvenir traumatique, qu'on l'analyse de près, qu'on se confronte à cette douleur, mais que le thérapeute qui est là, les personnes qui sont là, l'environnement qui est là, et celui qui en souffre, est dans la démarche de vouloir inscrire quelque chose qui reconnaisse les faits, qui ne cherche au contraire à même préciser les faits, mais qui cherche à conduire quelque chose qui permet un apaisement émotionnel, ce qui ne modifie rien de la réalité. On peut aller dans le détail de l'horreur de ce qui a été fait, mais si on partage l'intention de vouloir aller mieux, on peut contribuer à modifier ce qu'on appelle l'encodage biologique du souvenir, puisque cet encodage est fait dans des régions cérébrales qui sont différentes. D'un côté plus les structures hippocampiques, d'autres les structures qu'on appelle l'amygdale, et dans lequel on peut gagner en précision dans le fait, mais en modifiant quelque chose de la douleur émotionnelle. Et donc c'est cet encodage qui peut être modifié lorsqu'on va énoncer et s'exposer, se confronter à l'événement traumatique. Mais si on veut continuer à avoir mal, on peut continuer à avoir mal. Et on peut continuer à avoir mal longtemps et on peut retransmettre la douleur en répétant cette douleur et cette position de victime. C'est assez juste, vraiment j'adhère à ce que tu as dit. On a été victime. Si on part dans l'idée qu'on est victime tout le temps, encore plusieurs générations, c'est possible. Et la souffrance peut continuer, on peut la perpétuer et on peut la répéter. Mais si on considère qu'on a été victime à un moment donné, qu'il y a des actes qu'il faut faire pour pouvoir accepter d'être autre chose et d'avoir un projet de vie qui a été à un moment donné marqué par cet événement traumatique, mais qu'on n'est pas que ça, et que l'homme n'est pas que une victime, il a pu être victime, ses parents, ses grands-parents ont pu être victimes, ses parents, ses grands-parents ont pu être des bourreaux, il en a eu un héritage de quelque chose, mais il n'est pas que ça. Et quelle est la part de soi qu'on a envie de continuer à mettre en avant, en acceptant de reconnaître les faits, en sachant que les héritiers des bourreaux ne peuvent pas être jugés pour des actes qui ont été commis par les générations antérieures. Aucun tribunal ne peut condamner un petit-fils pour des crimes que son grand-père aurait commis. Mais on peut aller dans le détail, mais ce qui est très important, c'est qu'est-ce que collectivement, par rapport à un événement traumatique comme ce qui a été vécu au Rwanda, ils ont fait ce travail-là, dans la Shoah, on se confronte à l'événement traumatique, mais on part avec une intention qui est de permettre un apaisement. Et c'est possible, y compris sur le plan individuel, sur le plan de la modification qu'on peut faire de l'acceptation de cette histoire en la reconnaissant, mais en cherchant un apaisement. Et ça, c'est vraiment une démarche qui doit être collective pour qu'après, chaque individu puisse le faire et trouver un apaisement également dans la reconnaissance. Et ça, c'est vraiment une démarche complexe, mais qui est importante à faire et qui ouvre beaucoup de possibilités de pouvoir trouver un apaisement. Et ça, c'est des données biologiques, neurobiologiques qui vont dans ce sens-là et qui sont plutôt rassurantes, mais qui dépendent de l'intentionnalité vers laquelle on veut aller. C'est très bien la théorie. J'ai assisté à une conférence il y a quelques années sur l'ancêtre noir de Pouchkine. C'est un jeune noir de l'Afrique de l'Est qui a été enlevé par des trafiquants arabes, qui a été vendu à l'Empire turc. Et l'ambassadeur, c'était Pierre Ier à l'époque en Russie, cherchait, comme tu disais toi-même, des gens intelligents, parce que ce petit gamin s'était adapté rapidement. Il n'avait pas du tout été traumatisé, il s'était adapté, il avait appris à parler l'arabe, il a été offert à l'empereur de Russie, il a appris à parler le russe très, très rapidement, et il a été élevé avec Catherine, la fille du machin. Il est devenu patron des fortifications de l'armée russe, il a fait des stages en France avec Vauban, et donc il n'a pas du tout été traumatisé, puisque, enfin, il ne nous a pas dit dans ses mémoires qu'il a été traumatisé. Et Pouchkine, apparemment, n'a jamais parlé du traumatisme qu'il avait d'avoir un ancêtre noir et esclave. Ensuite, dans ma génération, je suis né en 1940, nos parents qui étaient plus intelligents que nous, qui n'avaient pas été complètement abrutis par le système de l'éducation nationale, avaient complètement tiré un trait sur l'esclavage. Et puis, à un moment donné, après la départementalisation, un certain nombre de personnes ont décidé qu'ils n'arrivaient pas à faire fonctionner le système de la Martinique parce qu'ils étaient particulièrement incompétents. Et pour pouvoir justifier leur incompétence, ils sont remontés à la souffrance que nous aurions pu avoir parce que nous avions eu des ancêtres esclaves il y a 150 ans. Personnellement, je n'ai jamais été conscient d'une souffrance quelconque
Je ne me suis jamais senti inférieur à personne, quelle que soit sa couleur, quel que soit son niveau. J'ai été faire mes études supérieures en France. J'ai été devant un certain nombre de Français. J'ai représenté la France sur le plan international, dans des réunions internationales de l'armement. Et je ne me suis jamais senti je me suis jamais senti inférieur. Je travaillais avec toute l'Europe et les Américains. Et je ne me suis jamais senti inférieur à personne. Et je voudrais dire une chose, c'est que tu avais dit quelque chose de très important. À une époque, un Africain valait 10 Irlandais blancs. Ça veut dire qu'on avait une valeur commerciale, puisqu'on parle de commerce, 10 fois supérieure. Et on veut nous faire croire que parce que nos ancêtres noirs ont été esclaves, nous sommes inférieurs à quelqu'un. Mais c'est une stupidité. Les Guadeloupéens ont fait des recherches, les Américains ont fait des lois pour interdire aux esclaves de déposer des brevets. Est-ce qu'on fait des lois pour interdire aux singes de déposer des brevets? Ça veut dire qu'on était capable de faire des brevets, d'inventer. Donc nous n'avons aucun complexe à avoir. Et le fait que nos ancêtres ont été esclaves, comme les ancêtres pendant 1000 ans, les ancêtres blancs ont été esclaves, est-ce que quelqu'un en France, Marseille a été une colonie grecque, la première colonie grecque, Marseille, est-ce que les Marseillais se sentent gênés d'avoir été colonisés par les Grecs et d'avoir été des esclaves? Je ne pense pas. Nos ancêtres gaulois ont été mis en esclavage par Jules César. Est-ce que la France souffre? Est-ce qu'ils ont une blesse d'avoir été occupés par Jules César et ensuite par les Francs, etc. Donc il faut arrêter de croire que parce que nos ancêtres ont eu des souffrances, nous en avons. Enfin, ceux qui en ont, c'est leur problème, moi j'en ai pas. Non mais on est d'accord là-dessus, hein. Mais le sujet de ce soir, c'est l'autre. L'autre. Merci en tout cas, Louis, de ton apport. Monsieur Claude Gelbras. Il y a une théorie, vous connaissez les fameuses théories de Lysenko. Lysenko était un faux savant russe, sous Brejnev, sous Staline, qui avait aussi identifié le marqueur génétique, que dans les gènes, dans l'ADN, il y a son passé. Donc si on était bourgeois, les enfants le seront, etc. Ce qui justifiait évidemment le goulag et autre chose. C'est exactement la même chose. On veut nous faire croire, et Chamoiseau insiste beaucoup là-dessus, qu'il y a un marqueur génétique. Tu as été esclave, tes parents ont été esclaves, quelque part tu es encore esclave. La souffrance est toujours présente. C'est du bidon. C'est ça que je voulais dire. Ça va tout à fait dans son sens. Bonsoir. Je voudrais savoir s'il y a eu l'équivalent de 1848 et de l'abolition pour l'esclavage blanc. Est-ce qu'il y a eu une date, une abolition dans ces pays-là? Ou est-ce que c'est tombé tout simplement? Non. L'histoire n'a retenu aucune date pour l'abolition de l'esclavage des Blancs. Mais l'histoire officielle elle-même a voulu cacher en fait ce qui se passe là. Mais dans aucun pays, on ne connaît une date, notamment par exemple en Irak ou bien en Turquie, on ne connaît une date pour la simple raison que, je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas sûrs aujourd'hui que l'esclavage soit complètement aboli, quoi. Voilà. Et c'est un sujet, quand Christiane Taubira a fait sa loi sur l'esclavage transatlantique, un certain nombre de personnes lui ont dit « Mais pourquoi vous n'envisagez pas dans la loi l'esclavage transsaharien ?» Pour les Noirs, on ne parlait même pas des Blancs, l'esclavage transsaharien pour les Africains. Elle a dit « Oui, mais si on dit trop fort que les Arabes ont été également auteurs de traite et d'esclavage des Noirs, ça va faire une charge trop importante à porter par les jeunes Arabes des banlieues. Ils en ont déjà assez. » Nous, voilà, mais ça a été sa réaction, je le tiens de la part de quelqu'un qui était là. Et c'est bien ça le problème, hein. Louis le disait, sans cultiver, mais il est très important de mettre au clair les faits. Il est très important de les mettre au clair. On ne construit pas un pays dans l'hypocrisie. On ne lève pas un peuple dans le mensonge. Il faut dire tout ce qui s'est passé, mais si on se contente de passer son temps à dire tout ce qui s'est passé de négatif, la guérison est exclue et on peut provoquer de nouvelles souffrances. Alors ce que dit Richard est tout à fait exact. Moi j'avais la semaine dernière à la maison des jeunes descendants d'esclaves. Eh bien, il y en a une qui est dans une école de commerce à Paris.
Elle est 4e sur 350. Et puis une autre qui est étudiante à Chicago, eh bien, sa prof de philo lui a dit qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de mettre une aussi bonne note à un de ses étudiants ou à une de ses étudiantes. C'est dire qu'il y a des milliers d'Antillais, donc descendants d'esclaves, de par le monde, qui sont arrivés au top niveau de la compétence humaine. Le problème n'est pas là. Mais aujourd'hui, il y a une majorité de Martiniquais, malheureusement, qui sont toujours en train d'entendre le discours sur la souffrance, etc., l'esclavage. En fait, ce sont des thèses qui sont développées principalement pour pouvoir s'en prendre à des gens contre lesquels on est aujourd'hui. C'est une instrumentalisation spectaculaire de l'histoire. Mais si nous pouvons, à notre modeste échelle, bien expliquer qu'on n'a pas été les seuls, parce que Louis est bien d'accord pour dire que ça peut compter de comprendre qu'on n'a pas été les seuls, eh bien, on aura fait quelque chose d'utile. Mais vous observez que les réactions sont... Quand on parle, moi j'ai eu le cas ces derniers jours, quand on parle de l'esclavage des Blancs, certains des militants de l'exclusivité de l'esclavage des Noirs vous disent « mais ça n'a pas duré longtemps, l'esclavage des Blancs, ça n'a pas duré longtemps ». Sauf que l'esclavage des Noirs transatlantique a duré moins de 400 ans, alors que l'esclavage des Blancs a duré plus de 1100 ans. Donc ça a quand même duré assez longtemps. Et on l'a rappelé, quant au nombre, mais ce sont des nombres tout à fait significatifs. Donc disons qu'il s'agit pour nous d'avoir des éléments pour bien comprendre dans quel monde nous vivons et puis dans quel monde ont vécu nos ancêtres. Roger, et après Gabriel. Disons que ça, il n'y a pas de date butoir. Comme Maurice l'a rappelé, 1815, traité de Vienne, on abolit la traite des Noirs notamment, mais je pense la traite des Blancs aussi. Et ça a été progressif, si vous voulez. Et moi, je pense que ça s'est arrêté définitivement sur la côte de la Méditerranée avec la chute de l'Empire ottoman, c'est-à-dire 1923, hein, après la guerre. Hein, je pense que c'est vraiment là que l'esclavage des Blancs a vraiment peut-être arrêté. Je pense que, et puis, il ne faut pas oublier qu'en 1830, la France va coloniser l'Algérie, notamment pour arrêter la piraterie et la guerre de course, les corsaires, qui aussi faisaient des razzias. C'est notamment ça, c'est pas seulement... Alors, l'histoire officielle dit que c'est parce que l'ambassadeur de France a reçu un coup de chasse-mouche du dé d'Alger. Enfin, c'était une fausse excuse. C'était une excuse pour aller coloniser le reste et notamment arrêter ce pillage. Mais c'était pas seulement, c'était aussi pour prendre possession de l'Algérie. C'est pas non plus. Oui, ça doit être. Ouais. Oui, pour appuyer ce que disait Maurice Laouché, vous n'ignorez pas que quand j'ai évoqué le sort des engagés, c'est-à-dire des Blancs qui signaient des contrats d'engagement de 36 mois, on les appelait les 36 mois pour venir travailler, notamment aux Antilles, leur sort était très peu enviable, puisque certains voulaient même devenir esclaves plutôt que de rester des engagés. Quand j'ai prononcé ces mots, vous n'ignorez pas que j'ai été mis en examen à 3 reprises, suite à la plainte du MIR, de ce genre d'organisation, qui refuse cette notion. Pour eux, j'ai été accusé d'apologie de crimes contre l'humanité. Donc ça confirme bien la volonté qu'ont certains de surtout donner une couleur à la souffrance. L'esclavage, les Noirs étaient esclaves, point. Le reste n'existe pas. Je voudrais à nouveau féliciter Marc et Maurice pour ce magnifique exposé et leur dire, parce que je les connais très bien, que ce sont des amis, comment je suis fier de les avoir comme amis par ailleurs. Mon propos sera à la fois sur l'exploitation politique qui est aujourd'hui faite par l'esclavage, donc je m'écarte un peu de l'esclavage des Blancs, mais on pourrait le rapprocher également, et par cet épisode post-traumatique. Je voudrais dire que le fait d'utiliser l'esclavage et ses souffrances comme justement prétexte au non-développement économique que nous connaissons me semble très abusif. Parce qu'en fait, la Martinique elle-même a connu 4 traumatismes. Le premier traumatisme que nous avons connu,
et qui serait, je dirais, dans nos gènes encore, dans l'encodage, je dirais, biologique, comme vous l'avez si bien dit, c'est ce crime contre les Arawaks, l'extermination des Arawaks. Premier événement traumatique. Deuxième événement traumatique dont on ne parle jamais à la Martinique, c'est que nous avons changé de capitale suite à la violence meurtrière du volcan de la montagne Pelée en 1902. Ce n'est pas rien, 30 000 morts dans une population qui ne comptait qu'à peine 150 000 habitants, 90 000 habitants. Donc c'est le tiers de la population qui disparaît. Deuxième traumatisme, 1902. Entre-temps, effectivement, entre les deux, il y a eu l'abolition de l'esclavage, mais le dernier traumatisme, qui est le quatrième, c'était les conséquences du gouvernement de Vichy à la Martinique pendant la guerre, la dernière guerre mondiale, avec les privations. Ce que m'a raconté ma grand-mère et ce que me racontaient mes grands-parents, et qui leur ont laissé justement ce dernier traumatisme, parce qu'ils n'en m'ont jamais parlé des plus anciens. Mais ils parlaient toujours, et tu as certainement entendu parler de ça, Richard Roger, en temps Robert. En temps Robert. La réaction aujourd'hui des Martiniquais dans les grandes surfaces lorsqu'on annonce des cyclones avec des conséquences prévisibles de privation éventuelle, quand on sait qu'un approvisionnement se fait dans les 48 heures, on n'a même pas besoin de craindre de manquer d'eau pour 2 jours, mais c'est symptomatique de ce dernier traumatisme qui était cette privation du temps Robert après la guerre. Donc, je voudrais dire quelque chose d'ailleurs, et ça reviendra peut-être avec des précisions du professeur Joël. Lorsqu'un enfant a connu à 5 ans une fracture d'une jambe, d'un tibia ou d'un fémur, dans l'adolescence, il a connu une opération, peut-être ablation de l'appendice. Et puis, plus tard, il connaîtra un problème pulmonaire ou des asthmes à répétition, etc. Que croyez-vous qu'il retiendra de ces souffrances? C'est la dernière. Or, la dernière souffrance que nous avons connue n'est pas l'abolition, n'est pas l'esclavage. Donc, on va rechercher de manière très abusive les traces du passé pour faire des convois de réparation ou pour aujourd'hui exalter des mémoires les plus enfouies des Martiniquais pour réellement des conséquences exclusivement politiques et abusives, parce que ceux qui nous ont dirigés pendant des années ont été incapables de développer ce pays. L'esclavage n'est qu'un prétexte aujourd'hui, le souvenir bien sûr. Merci. Merci Gabriel pour ces précisions, parce que c'est un combat entre guillemets. C'est une polémique que j'ai menée très longtemps, chaque année depuis les années 90, fin des années 90, avec les gens qui instrumentalisent l'histoire notamment, et notamment l'abolition de l'esclavage à la Martinique. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a un certain courant politique, notamment Armand Nicolas, qui ont fait un travail historique de l'école historique marxiste, donc incontestable, sur l'abolition de l'esclavage à la Martinique, et notamment ce qu'il appelle une révolution anti-esclavagiste. Je suis un peu réservé sur le mot révolution, qui est un mot que l'on doit employer avec des pincettes en histoire. Bon. J'ai été réservé là-dessus. Je suis aussi réservé sur la récupération politique de cette abolition de l'esclavage. On sait qu'il est mort il n'y a pas longtemps. C'est que c'est Emmanuel Ly qui a donné le 22 mai comme jour férié. Ce que je ne conteste pas, le 22 mai est quelque chose qu'il faut glorifier, comme ils disent eux-mêmes. Le problème, c'est cette récupération politique qu'il y a eu derrière, à faire croire aux Martiniquais que, parce que c'est ça qu'on fait entrer dans la tête, et c'est ce contre quoi je me battais, c'est de faire entrer dans la tête des Martiniquais que les esclaves étaient indépendantistes. C'est ça, les esclaves étaient indépendantistes et avaient un projet indépendantiste. Oui, mais
quand on associe l'idée d'indépendance au 22 mai, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on instille dans la tête des gens. Et moi, je me suis élevé contre cette façon de raconter l'histoire. J'ai cherché un petit peu, et ce qu'on ne nous dit pas Armand Nicolas, par exemple, j'ai trouvé des documents d'Henri Frémont qui dit clairement que le lendemain, le 23 mai, les esclaves manifestant leur joie de s'être libérés, manifestaient avec des cocardes bleu, blanc, rouge, et en criant « Vive la France, vive le roi qui nous a libérés ». Voilà ce qu'ils criaient. Et Édouard de Lépine, qui est un historien honnête, l'a toujours dit, il ne faut surtout pas mélanger l'idée d'indépendance avec le 22 mai. Parce que ça n'avait rien à voir. Aucun esclave n'avait cette idée d'indépendance. C'est peut-être arrivé après. C'est peut-être arrivé après 1946, parce que l'idée d'indépendance est née de la mauvaise application de l'assimilation et de la départementalisation notamment. Mais on a voulu nous faire croire. Alors c'est vrai que c'est ce courant politique qui s'est beaucoup battu pour faire reconnaître ce jour comme jour férié. Mais derrière, il y avait un projet politique d'associer l'abolition de l'esclavage à l'indépendantisme. Et moi, je me suis toujours battu contre ça. Je ressortais le même article remanié chaque année en disant que l'abolition n'a pas été un projet indépendantiste. Et ni Schellcher, ni du côté des esclaves, ni du côté de Schellcher non plus, ni du côté des abolitionnistes. Ce qu'il y a eu surtout au lendemain de l'abolition, c'est ce qu'on a appelé l'oubli du passé. Et c'est peut-être ça qui a peut-être fait, comme vous dites, monsieur, il y a eu une politique, il fallait oublier le passé. Et c'est une politique qu'a menée Bicêtre aussi, cette politique d'oubli du passé pour pouvoir redémarrer sur des bases saines. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier le passé, comme vous dites. Alors, c'est peut-être en réaction à cette politique qu'après, il y a eu, parce que la société qui a quand même émergé après l'abolition de l'esclavage était une société assez quand même discriminatoire. Et donc, il y a eu des révoltes, notamment l'insurrection du Sud. Mais c'est vrai que pendant longtemps, on n'a pas étudié l'esclavage à l'école. On a fait tout pour oublier cette période. Alors, c'est peut-être pas la bonne méthode, mais enfin, il ne faut pas non plus l'instrumentaliser dans l'autre sens. Il faut dire la vérité. Merci Marc. Avant de terminer, je voudrais demander à Alain de vous, qui est là, s'il veut nous dire quelques mots de sa petite cousine, la sultane Validé. C'est pas tous les jours que tu viens dans ce genre de réunion, et j'aimerais bien que tu nous dises un mot. Hein? Je pense que ça vaut la peine. Non, j'ai déjà parlé de Aimée Dubuc de Rivry, qui est ma cousine, qui était la cousine germaine de mon arrière-grand-mère. Et Aimée est née, comme je disais, au Robert. Et alors, ce qui m'a fait surtout chercher, aller rechercher, faire même aller en Turquie pour voir un petit peu, c'est parce que j'ai eu l'occasion de lire, et beaucoup de parmi vous l'ont lu, le livre « J'ai assassiné la sultane Validé » de Petit Jean Roger. Petit Jean Roger, c'est un monsieur qui est un historien et tout, qui a cherché partout, qui a écrit ce livre, et même quand on lit le livre, on ne trouve pas à quel moment il dit que ça n'est pas possible. Rapproche le micro, s'il te plaît. Il dit plusieurs choses. Elle n'a pas pu être la mère de Mahmoud II. La mère physique, oui, c'est vrai. Elle avait 8 ans, elle était née au Robert à 8 ans quand Mahmoud II est né. Donc elle n'a pas pu être sa mère. Mais ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, quand Aimée est arrivée à Topkapi, elle a trouvé un petit bonhomme de 4 ans. Je le nommais qui est-ce? Elle a dit, c'est le fils de la cadine numéro 2. Elle a été prise, finalement, elle est devenue favorite. Ensuite, cadine numéro 4. Elle s'est occupée de ce gosse. Elle est devenue un petit peu sa mère adoptive. Elle lui a même appris le français. Et elle s'est occupée. Et quand Mahmoud II est arrivé à être sultan, cette personne qu'il a toujours considérée comme sa mère, il lui a donné le titre honorifique de sultane Validé. Alors, il y a autre chose aussi que Petit Jean Roger dit, il a fait une étude, c'est vrai, que les ports
qui était toujours, les ports métropolitains qui étaient toujours en rapport avec la France, avec la Martinique, c'était Nantes, La Rochelle et Bordeaux. Il n'a trouvé aucun bateau partant à cette époque. Et pour cause, le bateau, elle n'a pas pris un bateau sur l'Atlantique, elle a pris un bateau à Aubagne. Et c'est comme ça. Donc, ensuite, il dit qu'il ne comprend pas que tous les ambassadeurs qui ont passé en Turquie, on n'y a jamais parlé de la française. Il faut savoir que ça n'était plus Aimé Dubuc de Hubry, c'était Nasquidil, qui était une esclave et qui n'avait pas de nationalité, qui n'avait rien du tout. Et surtout avec la culture ottomane, je vois mal un sultan dire à des représentants, oui, vous savez, j'ai carrément une esclave comme ça n'existait pas. On ne parlait pas des femmes, d'une part, et surtout pas d'une esclave. Alors, j'ai été, comme Maurice dit, j'ai été avec Josie déposer une rose sur le tombeau de notre cousine, parce que j'ai été à Fatih. Là, ça a été assez difficile. Heureusement que j'avais fait, toute la généalogie pour prouver que j'étais vraiment son parent. Et alors, heureusement, je suis tombé sur quelqu'un qui parlait anglais. Parce que moi, avec le turc, ça ne va pas tellement. Et finalement, je lui ai expliqué qui j'étais. Alors, au bout d'un moment, il me dit, parce que c'est amusant d'ailleurs, il me dit, il regarde, et puis avant de prendre mon passeport, il me dit, you said you are Martinican, but you don't look like a Martinican. Enfin, quand je lui ai montré qui j'étais, et il m'a dit une chose que j'ai retenue, que j'ai marquée d'ailleurs, Nasquidil c'est une Française d'Amérique. Donc ça voulait tout dire. Nasquidil c'est une Française d'Amérique. Je crois que c'est une chose qu'il fallait faire à la suite du livre de Petit Jean Roger pour dire que vraiment, ça n'est pas un mythe, ça n'est pas c'est une histoire vraie. Absolument. Par contre, il y en a eu beaucoup qui ont écrit. Alors, j'ai même lu sur notre livre où ça a été très romancé, où il y en a un qui a assisté carrément à la naissance de Mahmoud II, chose qui n'a jamais existé. Très bien. Merci Alain de cette contribution. Puisqu'on parle de flotte, je voudrais rappeler pour terminer que le Diamant a vu naître un grand marin de l'époque. C'était le marquis de Traversais, qui était l'un des meilleurs marins du monde et dont la flotte suscitait l'admiration des Américains. On dirait par là. Donc, il est certain que Traversais, d'une manière ou d'une autre, a eu à connaître de la traite des esclaves à cette époque, au XIXe siècle. Il n'a pas pu ne pas connaître. Chers amis, on va s'en tenir là, il ne faut pas abuser de votre patience. Merci beaucoup. Il y a un bar là où on va, si vous voulez bien, prendre de quoi se désaltérer.